Jeanne Mater, j'entends son cri. Hey, ma très chère terre, tu m'es très cher, mais quel est ton prix? Hey, ceux qui te vendent, qui te marchandent, n'ont rien compris. C'est pourquoi on ne se bat pas pour la nature. Nous sommes la nature qui se bat. Hey, on récolte ce qu'on sème, on soigne son karma. Changeons le système, pas le climat. Acheter une grosse voiture pour frimer. Choisir un métier qu'on n'aime pas, juste pour ne pas déplaire à ses parents. Dire le contraire de ce qu'on pense, parce qu'on a peur d'être mal jugé ou marginalisé. Se moquer de quelqu'un parce qu'il est différent. Tout ça, c'est un niveau banal et superficiel de manipulation. Mais la manipulation va plus en profondeur quand on tente de justifier nos comportements. Et là apparaissent les mensonges à soi-même. Que la société institutionnalise le mensonge à travers la publicité, la propagande, le jeu électoral, ok, tout ça c'est de bonne guerre puisque la rivalité ostentatoire est un des piliers de nos cultures. Mais se mentir à soi-même, waouh, quelle trahison! Alors je rêve qu'on puisse parler librement, non pas seulement de l'ego en général, non pas seulement de l'ego des autres, mais de nos propres égos et de l'influence qu'ils exercent sur nos vies au quotidien. À soi-même d'abord, ou exclusivement. Moi je ne cherche pas à promouvoir l'impudeur dont je fais preuve ici. J'aimerais juste que ceux qui ne le font pas entament enfin un dialogue intime et des négociations avec leur ego. Et quel serait l'objet de ces négociations? Vous prenez rendez-vous avec votre ego, vous vous installez confortablement et puis vous le regardez bien droit dans les yeux et puis vous lui dites un truc du genre bon, mon ego, si j'ai bien compris, tu veux qu'on t'aime, t'estime, qu'on te respecte. C'est ok, ça me va. Je pense que je peux t'aider à atteindre ton but. J'ai des compétences pour ça et s'il en manque, je suis prêt à en acquérir d'autres. La question maintenant c'est comment on s'y prend. Et là moi, j'ai quelques exigences. J'ai des valeurs, des aspirations profondes et je veux bien qu'on t'apprécie ou qu'on t'admire, pourquoi pas. Si et seulement si ce que nous faisons pour y parvenir est conforme à mes valeurs. Qu'est-ce que t'en dis? Quelle étrange conversation. Ouais, je peux aussi lui dire tu veux être drôle? Faire rire les autres? Pas de problème, je te trouverai des bonnes blagues. Mais si tu veux faire rire des copains en te foutant de la gueule de l'un d'eux, là c'est niette. Si tu veux plaire aux filles, pas de problème. Voyons comment augmenter notre pouvoir de séduction. Et si influencé par des clichés, elle vous répond être au volant d'une Ferrari, eh on discute. Une Ferrari, si c'est pour attirer des femmes vénales, laisse tomber. Et puis ce genre de bagnole consomme et pollue énormément. Oublie ça, mais n'oublie jamais que le respect de l'environnement est une de mes valeurs. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer à nous une chouette nana? Un film qui vous présente comme un mec bien? Ouais, ça pourrait être un deal gagnant-gagnant, ouais. Ça fait déjà quelques semaines que je deal avec mon ego pour que ce film ne soit pas juste un prétexte à me faire briller. À l'écriture du scénario, ça a bien bagarré entre lui et moi pour trouver les meilleurs compromis possibles. Il s'agissait de mettre le curseur au meilleur endroit entre un enjeu de séduction et un enjeu transcendant. Une cause bien plus grande que lui et moi. Ce dialogue entre lui et vous me paraît assez surréaliste. S'il l'est, c'est parce qu'il est surprenant et tabou. J'essaie d'illustrer, de donner corps à quelque chose de beaucoup plus abstrait que ce que je viens de mettre en scène. Avant d'envisager des modalités de reconnaissance socialement et écologiquement vertueuses, du moins si on adhère à ces valeurs qui à titre personnel me sont chères. Avant d'envisager donc d'autres modalités de reconnaissance, on peut simplement observer comment on s'y est pris jusqu'à maintenant pour se faire aimer. Peut-être que ces modalités nous conviennent, mais peut-être pas. Selon quels critères on peut juger de ça? J'en vois principalement deux. J'ai déjà évoqué l'éthique, c'est-à-dire la conformité aux valeurs morales. Le second critère, c'est tout simplement l'efficacité. Si quelqu'un a investi son énergie égotique sur la compétence professionnelle, est-ce que sa hiérarchie, est-ce que ses collègues sont reconnaissants? Est-ce qu'il est valorisé pour son professionnalisme? Pour la qualité de son travail? Certains oui, d'autres non. Si le besoin de reconnaissance n'est pas satisfait, c'est juste qu'on s'y prend mal?
C'est une cause fréquente, mais il y en a d'autres, plus profondes, plus systémiques, cybernétiques, très mal autorégulées. Le mécanisme de compensation peut tourner à vide, comme un cheval fou. Un puits sans fond, un panier percé. On peut recevoir beaucoup de marques de reconnaissance et ne jamais en être satisfait. Toujours plus de la même chose. Le mécanisme de compensation psychosociale partage beaucoup de points communs avec le processus boulimique. D'ailleurs, la boulimie alimentaire, telle que nous la connaissons, est toujours étroitement corrélée à une très inefficace boulimie psycho-affective. Comment ça? C'est quoi pour vous une journée de merde? Je vous épargne la réponse. J'espère que ceux qui nous regardent tenteront de répondre à cette question. Pour la plupart des gens, si on prend bien le temps de considérer les contrariétés d'une journée de merde, on s'aperçoit qu'elle est constituée d'une série d'échecs dans nos espoirs conscients ou inconscients d'obtenir l'estime positive de soi par les autres. Alors qu'est-ce qu'on fait en rentrant du boulot, affecté par l'ingratitude, après une trop longue journée de merde? On râle? Oui, pour ceux qui extériorisent leur contrariété. D'autres les gardent pour eux et se préparent naïvement à somatiser. Mais par-delà les extravertis qui pètent un plomb et les introvertis qui sont des bombes à retardement, presque tous font quelque chose d'extrêmement concret. Quoi? Eh ben ils bouffent, ils boivent, ils fument, ils achètent des vêtements qu'ils ne porteront pas, ils jouent au loto, ils surcompensent, ils compensent la compensation. La compensation psycho-affective est elle-même compensée par la quête compulsive d'un plaisir consommatoire. Attendez, alors, nos blocages engendrent des compensations. Ok. Et l'échec de ces compensations engendre des surcompensations? Oui, on peut même compenser des surcompensations. C'est très banal. Regardez, parmi les gens qui décident d'arrêter de fumer, combien prennent du poids? Ils ont remplacé un plaisir consommatoire par un autre plaisir consommatoire. Ils ont remplacé fumer par manger. Système autorégulé. L'être humain est mu par la quête de plaisir. Un ego frustré, vexé, blessé par l'ingratitude ou l'humiliation, c'est un ego en manque. Et s'il n'est pas nourri, il tentera de façon obsessionnelle de remplacer une nourriture par une autre. Dans une société matériellement riche, ceux qui ont un pouvoir d'achat suffisant achètent ce qui peut leur procurer un plaisir immédiat. Les autres, ils ont d'autres choix que la frustration chronique ou le vol, du moins si l'ego règne en maître. Alors comment faire de ce mauvais maître un bon serviteur? Il faut d'abord et avant tout mettre de la conscience sur l'existence de l'ego, sur ses rouages, sur la façon dont il exerce son influence quotidienne dans nos vies. Et ça demande une observation intime et une communication vivante entre les différentes influences du moi. Ça n'a pas l'air facile, ça. Ça ne l'est pas, mais c'est à la portée de toute personne de bonne volonté. Et ce n'est que la première étape d'un long processus. Je pense que pour cohabiter harmonieusement avec son ego, il faut aussi faire preuve de stratégie. Une stratégie pour lutter contre l'ego. L'idée d'une lutte ne me plaît pas beaucoup, mais il y a indéniablement un rapport de force entre lui et moi. Et ce rapport de force, je dois le gagner le plus souvent possible. Si je parviens à faire de mon ego un alter ego, alors nous pourrons être des partenaires synergiques. Mais tu sais bien que même les meilleurs amis du monde s'engueulent de temps en temps. Tu sais que je t'aime, mais parfois tu me gonfles. Et réciproquement. D'ailleurs, il était temps de mettre fin à cette hypocrisie en se vouvoyant. Ça fait des décennies qu'on se connaît. Je t'ai presque vu naître. D'autant que le vouvoiement dans les interviews me semble une tradition très surfaite. Mais revenons à cette idée de stratégie. Selon moi, elle doit reposer sur deux principaux piliers. Le premier est plutôt symptomatique et le second plus causal. Le premier est plus superficiel que le second, mais il ne doit pas être négligé, surtout pour l'apaisement qu'il peut procurer à court terme. Affamé, on réfléchit très mal. Pourtant, on dit qu'il vaut mieux enseigner à quelqu'un comment pêcher plutôt que de lui donner du poisson. On en dit des choses. Mais si quelqu'un crève la dalle, je préfère lui donner un poisson et quand il aura le ventre plein, on commencera à parler de la pêche. On en dit des choses. On dit aussi ventre affamé n'a pas d'oreille. Sagesse populaire. Le premier axe de travail, il est psychosocial. Il s'agit de faire un choix en pleine conscience
de décider de la façon dont je veux obtenir l'estime positive de moi par les autres. Dans un premier temps, il me semble primordial d'assumer ma dépendance au regard des autres.